Alors, dans le cadre de l'objet du mois de mars, aura lieu au musée d'Unterlinden le 26 mars à 13 h l'objet du mois pour la présentation de ces deux sculptures qui sont les deux faux les plus célèbres du musée. Enfin, faux c'est beaucoup dire, mais plutôt deux copies des deux porteurs d'offrandes du retable d'Issenheim. Et ces deux sculptures ont été réalisées en 1917 et achetées par le musée d'Unterlinden en 1917. Alors c'est une aventure absolument extraordinaire. Donc on sait qu'à l'origine, les deux sculptures, celles qui sont derrière moi et qui sont les originaux, dans le retable d'Issenheim près de Saint-Antoine, existait vraiment dans le retable, puisqu'on a l'inventaire de 1793 qui parle bien de ces deux porteurs, qui montrent deux bergers qui sont de part et d'autre de Saint-Antoine, l'un portant un petit porcelet et l'autre une volaille. Donc ces œuvres existent, on a ces textes de l'époque révolutionnaire. Au début du 19e siècle, quand le retable se trouve à Colmar, à la Bibliothèque nationale de Colmar, là aussi on a un texte qui nous dit bien qu'à côté de Saint-Antoine se trouvent les deux porteurs d'offrandes, les deux sculptures. Et curieusement, quand le musée ouvre en 1853, on a le retable sculpté par Nicolas de Haguenau, peint par Grunewald, mais les deux porteurs d'offrandes ne sont plus là, ne sont plus présents. Alors en remontant dans les archives, on se rend compte qu'en 1823, les deux petites sculptures, plutôt les originaux, ont été prêtées aux hospices civils de Colmar pour orner la crèche de Noël. Et curieusement, à partir de cette date-là, les œuvres disparaissent, on ne les retrouve plus, elles n'existent plus. Et aux hospices de Colmar, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'archives, il n'y a plus rien. Par chance, en 1912, il y a un historien de l'art, Wilhelm Vogt, qui trouve dans une collection particulière à Munich les deux originaux, les deux sculptures des porteurs d'offrandes. Elles sont à Munich chez un collectionneur qui n'est pas un collectionneur comme un autre, qui est l'un des plus grands marchands munichois de l'époque, Julius Böhler. Mais ces sculptures ne sont pas dans son magasin, si je peux dire, dans son magasin d'antiquité, elles sont sa collection particulière. Donc cet historien de l'art fait connaître ces sculptures et dit qu'elles sont dans cette collection particulière. Et le grand historien Heinrich Alfred Schmidt, qui travaille sur le retable d'Issenheim, à la fois sur Grunewald et sur les sculptures, va voir ces sculptures à Munich, effectivement les attribue comme le reste des sculptures du retable à Nicolas de Haguenau. Il dit bien que ça fait partie de l'ensemble puisque ça correspond exactement à la description de l'époque révolutionnaire où on parlait de ces porteurs d'offrandes. Donc on en est là quand en fait la ville de Colmar et la société Schongauer, qui dirige le musée, se disent qu'il faut quand même récupérer ces œuvres-là. Et on va commencer à se mettre en relation avec l'antiquaire Julius Böhler. Et les choses vont s'accélérer en 1917, parce qu'en 1917, le 13 février 1917, le retable va être demandé à Munich, puisque l'Alsace est allemande, et le gouvernement allemand va demander à ce que le retable d'Issenheim aille à Munich. Alors à Munich, il va être restauré, puisqu'il est attaqué par les insectes xylophages, et il va être exposé seulement 2 mois à la Alte Pinakothek de Munich. Et à ce moment-là, donc on est à Munich, on est dans le musée de Munich. Le directeur du musée de Munich sait pertinemment que les originaux des porteurs d'offrandes manquent, mais sont aussi à Munich, dans une collection particulière. Donc il va organiser une mise en place des 2 porteurs d'offrandes dans le retable, et ça va être une grande inauguration en présence de Sa Majesté le roi de Bavière. Donc on réunit les 2 porteurs d'offrandes avec les éléments sculptés du retable. Donc là, on s'aperçoit bien que vraiment ces œuvres font partie du retable. Et donc là, le directeur de Munich va dire à Colmar, il faut faire quelque chose pour essayer de racheter ces œuvres. Et là, les tractations vont commencer auprès de l'antiquaire, qui est un marchand très célèbre et connu, et qui sait exactement ce qu'il veut. Et d'abord, dans un premier temps, il va dire non, non, c'est ma collection personnelle, je ne m'en séparerai jamais. Donc ça, c'est un premier niveau. Après, quelques mois plus tard, il va dire ce sont les joyaux de ma collection, c'est mes pièces préférées, je ne m'en séparerai vraiment jamais. Et donc là, les propositions vont commencer. Et dans un premier temps, finalement, il ne veut pas s'en séparer, mais après, il dit je veux bien m'en séparer, mais dans ces cas-là, je veux le retable du Tempelhof de Bergheim,
une tapisserie du XIVe siècle et une sculpture, un petit médaillon sculpté de Hans Dürer qui montre le prince de Palatinat, Philippe, le prince de Palatinat. Cet échange est totalement impossible. Ce sont 3 chefs-d'œuvre que Julius Böhler demande en échange des sculptures. Donc même le directeur de la Alte Pinakothek de Munich dit que ce n'est absolument pas possible et il se permet de proposer, en accord avec la ville, une autre œuvre qui est un Rembrandt. Le musée d'Unterlinden avait un Rembrandt qui lui venait du peintre Lebert, qui est une jeune femme assez belle, portant un petit chien. Et le directeur de l'Alte Pinakothek de Munich se dit finalement ce Rembrandt, ce n'est pas une collection trop importante pour le musée de Colmar qui a plutôt une collection sur le Rhin supérieur. Il dit vous pourriez proposer en échange le Rembrandt. Et c'est vrai que du coup, la ville de Colmar va dire bon, pourquoi pas ne pas échanger le Rembrandt contre les porteurs d'offrandes. Il faut savoir qu'à l'époque, la ville de Colmar a des besoins assez importants, a besoin d'argent pour racheter la collection de Georges Spetz, qui est un grand collectionneur alsacien d'Issenheim, donc a besoin d'argent. Et il se dit que finalement, en vendant le Rembrandt à Julius Böhler, il pourrait peut-être racheter la collection Spetz. Et du coup, finalement, la finalité de cette histoire et de cette tractation avec cet antiquaire qui est vraiment très fort, c'est que l'antiquaire va acheter le Rembrandt, l'original de Rembrandt, pour 400 000 Deutschmark. Il va acheter le petit relief de Hans Dürer, qui est un grand sculpteur d'Augsbourg, pour 25 000 Deutschmark. Et en échange, il va offrir à la ville de Colmar non pas les originaux des sculptures, mais il va faire des copies que vous avez là sous les yeux. Il va faire des copies en 1917 et va offrir ces copies en échange donc du Rembrandt et de la petite sculpture qu'il va acheter. Donc voilà la suite des tractations. Donc en 1917, la ville de Colmar a perdu son Rembrandt qui va être racheté à Stockholm à 1 100 000 de Deutschmark, donc beaucoup plus que ce qu'avait acheté Böhler, qui savait en fait qu'il avait un client potentiel. On perd les traces du relief de Hans Dürer et on a en échange ces 2 sculptures. Donc ce sont des sculptures effectivement travaillées par un sculpteur néo-gothique dont on n'a pas le nom, mais qui a très bien travaillé et qui avait sous les yeux les originaux. Donc le travail en revanche est très différent du travail médiéval. Ce sont des blocs de bois assemblés et ensuite travaillés et sculptés. Donc c'est différent de ce qu'on faisait au Moyen-Âge, mais la sculpture est assez proche de l'original. En revanche, la polychromie, et ça je crois que l'on se rend compte assez bien, la polychromie a été faite avec beaucoup moins de moyens et elle ne tient pas du tout. Et donc on a une polychromie très très lacunaire qu'on a ici, même si la sculpture est belle. Et donc ces sculptures vont être exposées avec les éléments sculptés du retable à partir de 1917. Donc les copies vont être exposées là. Et finalement en 1970, c'est le Landesmuseum de Karlsruhe qui va acheter toujours à cet antiquaire Julius Böhler, qui va acheter, enfin son descendant, qui va acheter ces sculptures et qui va les exposer dans son musée. Et en 1984, parce que c'est vrai que c'était important pour le musée d'Unterlinden de pouvoir assembler le retable d'Issenheim, les sculptures du retable et de tout présenter ensemble. Donc en 1984, par un système d'échange d'œuvres, finalement, le Landesmuseum de Karlsruhe va déposer ici au musée les originaux qui sont effectivement là où ils devaient être, au pied de Saint-Antoine. Donc on va pouvoir les exposer à nouveau. Les copies, elles, vont être remisées dans les réserves. Les originaux, depuis 1984, sont exposés au pied de Saint-Antoine, là où elles auraient toujours dû être. Les copies sont en réserve et donc on va les présenter exceptionnellement. Ce qui sera intéressant lors de la conférence, c'est qu'effectivement les visiteurs pourront voir ces copies de près et voir les différences de technique entre une sculpture médiévale et une sculpture du XXe siècle, puisque je pourrais les retourner et les montrer, et montrer les assemblages qui sont très différents pour ces sculptures du XXe siècle. Donc on étudiera de plus près techniquement chacune des copies. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le jeudi 26 mars à 13 h au musée d'Unterlinden, ici, dans la chapelle, face au retable, aux originaux et aux copies des porteurs d'offrandes.